Alors, dans ce webinaire, on va revoir un petit peu les nouveautés qui ont été mises en place depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite, si j'arrive à lancer ça. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du ruban. Ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est une question que j'ai eue plusieurs fois et je trouvais ça bien de vous en parler. Donc, ici, on peut voir que dans mon utilisateur Mercator, j'ai deux boutons, calendrier et inventaire, que je n'ai pas dans mon utilisateur 1. Alors, je vais vous montrer comment rajouter vous-même des boutons dans votre ruban. Il y a deux solutions. Soit vous passez ici par le petit déroulant ruban personnalisé standard. Ici, vous avez une grille avec tous les boutons qui sont dans votre ruban. Et là, il est assez simple, en appuyant sur Ajouter ligne, d'ajouter un nouveau bouton. Donc, dans le titre, c'est ce qui apparaît ici dans la bande orange. Le libellé, c'est le nom qui sera mis à côté du bouton. Ici, je vais mettre inventaire. Dans la commande, c'est l'action qui sera effectuée par le bouton. Donc, il y a toute une liste d'actions qui sont déjà existantes. Ici, l'action inventaire. Et lorsque c'est une action qui n'existe pas, on exécute du code C qu'on pourra mettre dans le petit bouton ici à droite. Ça, c'est mieux de passer par votre chef de projet pour pouvoir faire ce genre de bouton. On peut choisir une icône. Je coche ici pour que le texte soit affiché à côté de l'icône lorsque j'enregistre. On peut voir que le bouton inventaire est apparu. La deuxième façon de rajouter des boutons, c'est de faire un copier-coller du ruban d'un autre utilisateur. Cela, on va dans la fiche utilisateur. Je vais sur l'utilisateur, il y a le ruban que je veux copier. Ici, c'était mon profil Mercator. Dans l'onglet interface, je vais sur la petite biquette pour enregistrer mon ruban dans un point MRIB. Je l'enregistre. Et maintenant, en allant sur mon utilisateur numéro 1, je peux ouvrir ce ruban. Et lorsque j'enregistre, on peut voir que le ruban a bien été copié. Alors la nouveauté, c'est niveau couleur dans Mercator. Ici, j'ai la couleur orange et vous le savez sûrement, on peut modifier ici dans ruban style la couleur utilisée. Ici, on a quand même beaucoup de couleurs qui sont déjà prédéfinies, mais il est maintenant possible, avec le menu personnalisé, de choisir vraiment vos couleurs et de les personnaliser vous-même. Ici, je vais prendre une couleur bleu ciel. Je ne sais pas. Et il est recommandé de redémarrer pour que la couleur se mette. Voilà, je redémarre mon Mercator et la couleur sera mise à jour. Maintenant, je vais passer aux imports Excel via Mercator. On a trois nouveautés à ce point-là. Alors, pour les utilisateurs qui utilisent une gestion multi-dépôt, vous savez que dans les fiches, que ce soit article, client ou fournisseur, il est possible de mettre un filtre pour choisir les dépôts dans lesquels cette fiche pourrait être utilisée. Ici, je vais vous montrer avec les fiches articles. Donc, dans complément, on peut, dans ce petit menu, choisir les dépôts qui seront liés à cet article. Avant, il n'était pas très aisé de pouvoir faire un import d'articles en choisissant directement les dépôts dans lesquels on pouvait les mettre, mais cet import a été mis à jour pour le faire plus simplement. Alors moi, un conseil que je vous donne, quand vous voulez faire des imports, si vous connaissez pas le nom des colonnes des champs que vous voulez importer, vous faites d'abord un export. Donc ici, avec le menu exporter, on a le nom de chaque colonne qui est dans la fiche article. Je vais d'abord le décocher en appuyant ici. Et je vais faire mon export en choisissant donc le nom de l'article qui est dans Xmodel. Et pour les dépôts, ici un peu plus bas, c'est la colonne S-dépôt en colonne. Et donc on aura une colonne par dépôt qu'on peut créer. Ici, je fais OK pour avoir mon export. Et quand j'ouvre mon fichier Excel, j'aurai directement le nom de ma colonne. Alors maintenant, pour vous montrer comment fonctionne l'import, je copie le nom des colonnes. Je viens le mettre dans une deuxième feuille. Et donc là, on voit bien que j'ai une colonne par dépôt existant et je vais pouvoir créer un nouvel article que je vais appeler S-dépôt. Je vais le mettre après pour le premier dépôt, faux pour le deuxième et vrai pour le troisième. J'enregistre. Et maintenant, retournant sur Mercator, si je fais import, je vais rechercher ce fichier Excel.
pour la feuille 1 qui est celle que je viens de créer. Ce message, ça veut dire que je n'ai pas mis d'ID à côté de mon article et donc il va d'office créer tous les articles qui sont dans ma fiche en mettant un nouvel ID. Et maintenant, je peux trouver cet article que je viens de créer et si je regarde pour les dépôts, alors le principal, effectivement, on me dit que je n'ai pas mis en majuscule pour la colonne principale et c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Donc il faut bien garder le style qu'il y avait dans l'import que je vous avais montré ici. Oui, donc là on voit bien que je l'ai mis en minuscule, alors que dans la table 1, c'était bien en majuscule qu'il faut écrire. Petite erreur de ma part, mais comme ça, vous voyez les aléas du direct. Alors, je vais passer à au deuxième import possible. C'est pour outils remise. Avant, pour importer les articles, c'était compliqué car on ne pouvait le faire que sur l'ID de l'article, qui est parfois un ID assez aléatoire. Et donc maintenant, il est possible de le faire via soit l'ID de l'article, soit la clé, soit une référence fournisseur. Ici, je vais vous prendre un article que j'ai déjà créé pour vous montrer cela. Je lui ai mis comme clé 1212, une clé de remise et un fournisseur qui a comme référence AD. J'ai déjà créé mon fichier Excel. Dans la colonne clé, je peux mettre soit la clé 1, soit la clé 2, soit la référence fournisseur. J'aurais pu également mettre l'ID. Et je mets une remise de 10, 8 et 6 respectivement. Je vais dans mes outils remise et lorsque je fais l'import, on peut voir que pour chaque ligne, l'article en question a bien été retrouvé. Le dernier import que je vais vous montrer, c'est toujours pour les articles. Et là, c'est la possibilité de créer automatiquement des codes EAN13 pour des articles qui sont importés via Excel. Alors pour cela, il faut d'abord se rendre dans Outils, dans les options. Vous pouvez mettre EAN dans la barre de recherche. Et là, dans Génération automatique EAN13, cochez oui. Et dans Numéro de clé EAN13, choisir dans quelle clé ce code EAN va être créé. Donc, en standard, dans Mercator, on aime bien mettre le code EAN dans la clé 2. Donc ici, pour exemple, je vais mettre clé 2. J'enregistre. J'ai créé un fichier Excel tout simple où je vais importer un article et on verra que le code se crée automatiquement. Donc, je fais importer dans mes articles. À nouveau, je n'ai pas mis d'ID, donc il se mettra automatiquement. Et on voit ici dans ma clé 2 que j'ai bien le code AN13 qui s'est créé tout seul. Alors maintenant, je vais passer aux nouveautés dans les droits utilisateurs. Donc, pour chaque utilisateur, on a le droit de définir s'il peut ou s'il ne peut pas modifier les prix et effectuer des remises dans les documents de vente. C'est dans l'onglet documents de la fiche utilisateur. Ici, si je décoche modifier prix, l'utilisateur 1 ne pourra plus modifier les prix dans les documents de vente et je vais mettre la remise maximale à 0 pour dire qu'il ne peut pas faire de remise. Je me reconnecte en tant qu'utilisateur 1 et donc maintenant, je ne pourrai plus ni modifier les prix ni faire de remise. La nouveauté, c'est que dans la fiche article, on peut ajouter une case à cocher qui s'appelle modifier prix et modifier remise qui permet pour cet article de pouvoir modifier le prix, même si l'utilisateur n'a pas les droits. Donc là, pour chaque article, on pourra cocher la case comme bon nous semble. Je vais reprendre l'article de test que je vous avais montré tantôt, pour lequel j'ai déjà coché ces deux cases. Et donc maintenant, si je crée un document de vente pour cet article-là, on voit que j'ai le droit de modifier et le prix et de faire une remise de mon choix. Un autre droit utilisateur qui existait déjà avant, mais pas par utilisateur, juste par Mercator, était la gestion des clients bloqués. Avant, c'était une option
qui permettait soit de ne rien faire, soit de mettre un message d'avertissement, soit de bloquer complètement un client qui est bloqué. Maintenant, ceci est géré par utilisateur, toujours dans l'onglet Documents. Ici, on peut voir que face à un client bloqué, il n'y a pas de contrôle, mais je peux totalement mettre un message d'avertissement. Je vais enregistrer et j'ouvre un document de vente en faisant un test sur le client bloqué. Hop. Et donc là, j'ai bien un message d'avertissement, le compte client bloqué est bloqué. Est-ce que je veux continuer, oui ou non? Alors, comme je vous montre, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut gérer par utilisateur dans la fiche utilisateur. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de mettre l'audit sur ces utilisateurs. Et donc, on peut y accéder via outils avancés, base de données SQL, audit. Et là, on peut aller faire un audit sur les utilisateurs en choisissant les colonnes qu'on décide d'auditer. Ici, pour l'exemple, je vais vous montrer un audit sur l'ID du dépôt. Je fais activer l'audit. Et maintenant, lorsque je vais dans ma fiche utilisateur, que je modifie le dépôt, il faut bien que la case à cocher audit pour l'utilisateur en question soit cochée s'il veut voir les audits. Je me reconnecte, je retourne sur la fiche utilisateur. Et avec un clic droit, je peux voir la modification que je viens de faire il y a une minute, avec la valeur avant et après. Alors maintenant, je vais vous montrer une nouveauté sur les documents liés croisés. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui permet, lors de la création d'un document de vente, de créer automatiquement un document d'achat en préparation fournisseur. C'est aussi possible de faire l'inverse, mais ici, pour l'exemple, je vais partir des documents de vente vers les documents d'achat. Alors, dans le document de vente, à la ligne, pour chaque article, j'ai le droit de choisir un fournisseur et cela va créer un fournisseur différent, une préparation fournisseur. Là, je prends un fournisseur au hasard, j'enregistre. Le client est non spécifié, je le rajoute. Et cela me crée une préparation de commande fournisseur que je peux retrouver ici. Alors, pour l'instant, on ne peut pas modifier une préparation de commande qui est liée à un autre document, car elle est liée. On nous est revenu là-dessus en disant que c'était un peu problématique si jamais on voulait supprimer ce document car on n'allait pas l'utiliser ou pas passer la commande. C'est un peu problématique. Et donc, la nouveauté, c'est que si on retourne sur le document de base, donc le document initial de vente, en faisant clic droit, j'ai l'option de supprimer les liens vers les achats. Je dois bien cocher tous pour supprimer les liens du document de vente vers le document d'achat et inversement. Si je fais initial, le document d'achat sera toujours lié au document de vente. Je clique pour supprimer tous les liens. J'enregistre. Et maintenant, si je réouvre mon document d'achat, on voit que la case ici n'est plus grisée. Je peux supprimer les lignes et même supprimer le document si je le souhaite. Alors, une grosse nouveauté qui a été effectuée dans Mercator, c'est la possibilité de faire des reporting fenêtres. Pour l'instant, vous connaissez bien les reporting pour créer des documents Excel ou des PDF. Maintenant, il est possible, avec le reporting fenêtre, de créer une grille qui sera directement ouverte dans une fenêtre Mercator. Je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Ça fonctionne tout comme les autres reporting avec des filtres, des choix de fourchettes de date et autres. Ici, je vais afficher les articles qui sont dans des commandes. Et ça s'ouvre directement ici dans une fenêtre Excel. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus interactif pour l'utilisateur. Par exemple, ici, j'ai pu ajouter des boutons qui permettent d'ouvrir l'article en question de la ligne. Mais on peut très bien mettre des boutons avec du code derrière qui peuvent avoir d'autres fonctionnalités. On peut également, via un clic droit, rafraîchir cette fenêtre, exécuter à nouveau dans une autre fenêtre ou refaire
dans la même fenêtre en changeant le filtre. Donc ici, je me fais dans la semaine, il n'y a plus que le nouveau document que je viens de créer. Ça peut s'apparenter à un widget, mais qui se fera beaucoup plus facilement car on ne passe plus par du code pour faire un widget qui sera directement dans la base de données. Je vais maintenant passer à une nouveauté concernant les factures clients. On a mis une possibilité de faire une vérification sur la date dans l'encodage d'une facture client pour éviter les erreurs où on encode une date qui est précédente à une autre date dans les factures qui pourrait être problématique en comptabilité. Je vais dans mes options. L'option s'appelle check des facs. Je dois le rechercher en tant que ID. Et donc, là, on peut vérifier soit il n'y a pas de contrôle, soit on aura un message d'avertissement, soit on aura un message bloquant dans le cas où la date du document de vente qu'on veut enregistrer est antérieure à la dernière date du dernier document enregistré. Et là, je parle bien de la même année. Donc, si je veux faire un document qui date toujours de 2024, j'aurai la possibilité de le faire au 31 du 12 s'il n'y a pas encore de document qui a été fait après. Mais normalement, c'est impossible de faire un document qui n'est pas fait après le 31 du 12 2024. Ici, pour l'exemple, je vais mettre un message d'avertissement. Si je vais dans mes factures clients, je vais voir que la dernière date enregistrée est au 7 du 5. Donc, c'est à cette date-là qu'on va faire la comparaison pour le prochain document enregistré. Je vais faire une nouvelle facture. Je vais mettre une date antérieure à celle-là, donc le 5 du 5. Et si j'enregistre, j'ai bien le message d'avertissement qui me demande si je veux continuer, oui ou non. Pour l'exemple que je vous disais, si je mets le 31 du 12 2024, là, ça sera comparé au dernier document de 2024. Et donc là, il n'y a pas de souci, à part le fait que la période comptable n'est pas ouverte. Mais ce n'est pas la même option pour avoir ce message bloquant. Alors, enfin, la dernière nouveauté que je vais vous montrer sur Mercator Ordinateur, c'est la possibilité d'ajouter un logo sur les mails envoyés via les actions mail. Donc, pour cela, il vous suffit d'aller dans votre portail client sur l'onglet licence et par licence, vous avez le droit d'uploader une image en allant sur le petit pinceau avec une palette. Une fois que l'image est uploadée, vous aurez une URL qui va se générer et il vous suffit de demander à votre chef de projet de rajouter dans les actions mail que vous voulez cette image. Je vais vous montrer le rendu. Je vais aller dans mon autre dossier où j'ai mis cela en place. Je vais créer mon document de facture. Et lorsque j'enregistre, là, j'ai une action mail qui a été définie et une image que j'ai renseignée avec son URL. Et donc, on peut voir ici dans l'entête de mon mail l'image qui se met automatiquement. Je vais maintenant passer aux nouveautés sur Mercator Pingouin. Là, je vais me connecter avec mon GSM sur l'ordinateur pour que vous puissiez le voir. Ça veut bien fonctionner, bien évidemment. Voilà, donc là, vous pouvez voir l'écran de mon GSM. Alors, la première nouveauté, c'est pour la connexion avec les paramètres de connexion dans Mercator Pingouin.
Si vous ne voulez pas devoir réécrire la configuration, le login, mot de passe, phrase secrète et autres, vous pouvez, par utilisateur, autoriser la génération d'un QR code pour vous connecter. Il faut aller ici dans Outils utilisateur. Dans l'onglet Pingouin, il y a 2 nouvelles cases à cocher, Auto-provisioning via QR code et Login dans Pingouin. La case Auto-provisioning, ce sera pour le QR code dont je vous parle maintenant. La deuxième case, je vous l'expliquerai un petit peu après. Je l'enregistre et ici, dans l'onglet Gestion, on peut voir que j'ai 2 nouveaux menus. Le premier, c'est le QR code pour me connecter initialement dans Pingouin. Donc, dans mon application, je clique sur le QR code, je le scanne et ça met directement les informations. Sur votre écran, on dirait que je n'ai pas mis mon nom d'utilisateur, mais c'est parce qu'il est masqué. Je mets OK et je rentre directement dans Pingouin. Là, vous pouvez directement voir une autre mise à jour, c'est le filtre sur les bundles. Si vous avez plus de 15 bundles dans votre Pingouin et que vous avez du mal à trouver celui que vous voulez, il vous suffit simplement de taper les premières lettres dans le filtre et le bundle apparaîtra. Ici, j'ai créé un bundle webinaire assez simple pour vous montrer d'autres nouveautés. C'est un bundle qui permet de faire un filtre sur les clients. Je vais faire un filtre sur les clients qui commencent par Flo. Et vous voyez ici qu'on me demande mon login et mon mot de passe. Ça, c'est une mise en place qui permet pour les utilisateurs qui se partagent un même appareil de ne pas devoir chaque fois se déconnecter, se reconnecter, mais juste au moment où ils rentrent dans un bundle, de dire qui ils sont. Alors pour éviter de devoir chaque fois retaper le login et le mot de passe, on a aussi mis un accès via QR code, et donc ça c'était la deuxième case à cocher que je vous ai montré tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est un QR code qui est permanent. Donc, chaque utilisateur peut imprimer son QR code et ce sera toujours le même pour se connecter. Ici, je vous montre. Une fois que je le scanne, ça va mettre les informations et directement lancer la recherche comme si j'avais appuyé sur le bouton Chercher client. Je me rends sur mon client en question. Là, j'ai créé une action réservation article, assez simple, où on met un article et une quantité. Alors, une des 2 nouveautés ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, pour les champs de type numérique, on peut toujours avoir le pavé numérique pour sélectionner une quantité, mais on peut également ajouter un bouton plus et moins pour facilement ajuster la quantité. L'incrément ici, c'est de +1, -1, mais on peut choisir en fonction du besoin. La deuxième nouveauté, c'est lors de la recherche d'une signalétique. Ici, je vais rechercher un article. Je peux émettre un son en fonction de si l'article a été trouvé ou non. Vu que le son sort de mon GSM, je ne pense pas que vous l'entendrez. Mais donc, normalement, si je mets un article qui n'existe pas, il ne s'affiche pas. Et là, mon GSM fait un certain son que j'ai paramétré dans Mercator. Et si je mets un article qui existe, j'ai un autre son qui apparaît pour dire que l'article a été trouvé. J'enregistre mon action, elle va directement apparaître dans mon calendrier sur Mercator. La dernière nouveauté que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'affichage des fichiers dans Pingouin. Alors les fichiers, on peut seulement les voir quand on modifie un document ou une signalétique existante. C'est pour ça que j'ai pas pu vous le montrer directement dans la création de l'article, car on n'a pas encore accès au fichier, dans la création de l'action, pardon, car on n'a pas accès au fichier. Ici, je vais sur mon utilisateur, sur mon client Florian Webinaire, je fais modifier et là, j'aurai accès au fichier. Et donc, on peut voir ici sur mon écran comment il s'apparente maintenant. Et en cliquant sur le petit dossier, ça ouvre les fichiers qui sont dans chaque dossier. Sur la droite, on a une petite poubelle pour supprimer un fichier. Et pour en ajouter, c'est assez simple. On clique sur le bouton plus. Et là, j'ai le droit de choisir si je veux ajouter plusieurs fichiers ou prendre une photo. Ici, je vais vous montrer une photo de mon écran. Elle va directement apparaître dans les fichiers de mon client. J'enregistre. Je retourne sur Mercator sur mon ordinateur, dans la fiche de Florian. Et on peut voir dans les fichiers que la photo est bien arrivée. Et mon action est bien arrivée dans mon calendrier. Donc voilà, on a fait le tour des nouveautés que j'avais à vous présenter aujourd'hui.
Merci de m'avoir suivi et maintenant je vais laisser place aux questions. Bonjour, pour la vérification des dates de facturation client, est-ce qu'il est possible de faire pareil pour les factures fournisseurs? Alors pour l'instant, vu que niveau comptabilité, il n'y a pas d'obligation à ce que les factures fournisseurs suivent un certain ordre, car elles datent de quand on les reçoit. Donc, je peux recevoir une facture de début janvier seulement maintenant et je vais devoir la mettre dans ma compta. Donc, pour l'instant, les développeurs n'ont pas mis une option pour permettre cette vérification-là. Si vous en avez besoin pour votre dossier, vous pouvez directement demander à votre chef de projet de mettre cela en place pour votre dossier, mais il n'y a pas dans le standard une option qui le permet. Question suivante. Quand on est dans une fiche client, est-il possible de créer un nouveau document directement pour ce client? Je vais laisser Guillaume répondre à ça. Oui, bonjour. Vous m'entendez, hein? Oui. Parfait. Pour répondre à votre question, oui, il est tout à fait possible de créer un nouveau document directement pour le client depuis la fiche. Mais pour ceci, il faut juste demander à votre chef de projet de rajouter un bouton dans la fiche client et de nous dire quel document vous voulez créer. Donc on peut dire pour ce client, c'est créer un bouton créer facture. Et quand, par exemple, voilà, nouveau devis aux factures. Donc on aura un bouton dans une fiche client créer facture, vous cliquez dessus et ça ouvre directement une facture avec le nom du client qui est déjà précomplété. Donc voilà, je vois que il n'y a plus de questions. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à aller trouver votre chef de projet pour lui en parler ou pour lui demander de mettre ce que vous avez vu aujourd'hui et appris en place dans votre Mercator. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et encore merci d'être venu à ce webinaire.